Test son 1, 2. Un, deux, un, deux. Ce test son. Bien, bonsoir à tous. Je procède à l'appel des élus. Azéma René présent. Bérard Mathieu. Bernière Alain. Bordenave Martine. Moussaba Mohamed. Cavalieri Doro Patricia. Castro Patrick. Dolavo Garnier Martine. Duprat Monique. Elias Manuel. Gage Gabriel. Gallet Didier. Gali Gislaine. Ouaro Cathy. Présente. Sori Younes. Massacré Jouet donné pouvoir à Tatiboué Pascal. Mélina Annick. Olivera Eric. Pontieu Philippe. Prader Nathalie. Robin Philippe. Sans Gérard. Scapin Patrice. Tatiboué Pascal. Tensa Daniel. Terrier Marie. Voisin Nadia. Zampès Joséphine. Présente. Alors, on a mis sur table une autorisation de vente pour la troisième fois au moins de la maison dite Loumain. Est-ce que vous êtes d'accord pour le rajouter à l'ordre du jour ou pas? Qui est d'accord? Merci. Première délibération. Pardon. Cathy Oro, secrétaire de séance. Remplacement de membres au sein des commissions. Alors, donc, on a Alain Bernière a remplacé donc Chantal Gava la dernière fois. Il faut qu'on valide le remplacement de Chantal Gava dans chacune des commissions. Il faut voter là-dessus. On avait plus ou moins voté, mais on n'avait pas formalisé la dernière fois. Donc on le reprend donc. Donc Alain Bernière prend la place de Chantal Gava à la cinéma et culture, à la commission des finances, à la commission culture et patrimoine. Et donc il est demandé au Conseil de le désigner au sein de ces commissions.
Il y a des remarques? Non. Alors, qui est favorable? Merci. Lutte contre les termites, délimitation d'un périmètre. En fait, on a eu des soucis de termites sur un bâtiment. C'est le bâtiment des assistantes maternelles, qui est à côté de la crèche intercommunale. Ça a été traité, mais il y a un arrêté préfectoral qui a pour conséquence de rendre obligatoire l'information sur la présence de termites en cas de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti. La prise de mesures de protection contre les termites en cas de construction neuve, bois traité, résistant naturellement, barrière de protection entre le sol et le bâtiment. Donc, je vous propose de faire un arrêté pour enjoindre les propriétaires d'immeubles bâtis et non bâtis dans un périmètre donc, proche de cette maison, qui regroupe donc les parcelles qui sont numérotées de AM 511 à AM 179. Donc voilà, on vous demande de définir ce périmètre et de m'autoriser donc à effectuer les démarches nécessaires pour signer toutes les pièces utiles pour assurer l'effectivité de cette procédure. Y a-t-il des questions? Non? Alors, je vous demande d'approuver cette délibération. Merci. La délibération suivante porte sur le compte de gestion du budget communal. Alors, il y a un tableau donc, dans lequel figurent donc, les résultats budgétaires de l'exercice. Donc, on voit qu'en section d'investissement. Alors, c'est ce tableau-là, je viens, c'est ce document-là. Voilà. Alors, l'autre côté de la page. Voilà. Non, pas celui-là. Non, c'était bien le premier alors. Pardon. Première page. Sur cette page, donc, on voit qu'en section d'investissement, on a des recettes de 5 409 €, des dépenses de 5 203 € et donc un excédent de 206 000 €. Sur la section de fonctionnement, on a des recettes de 10 439 000, des dépenses de 10 387 000 et donc un excédent de 52 000 €, ce qui fait un excédent global de 258 000 €. Au verso, on tient compte des résultats de 2022. Donc finalement, on a un résultat de clôture de l'exercice sur la dernière colonne qui est de moins 702 000 en investissement, de plus 1 620 000 en fonctionnement, ce qui fait un résultat de clôture de 917 715,29. Sur la partie basse de ce document, on rajoute les résultats du budget de l'eau pour arriver en total d'un excédent de 1 611 483,31 €. Mais ça ne concerne pas donc, cette délibération, hein, puisque cette délibération ne concerne que le budget communal. Avez-vous des questions sur ce compte de gestion? Sachant qu'on reprendra ensuite tout, bien sûr, dans le compte administratif. Hein. S'il n'y a pas de questions, je le peux voir, donc, qui est pour? Monsieur Olivera? Donc, on passe au compte administratif. Dans la page résumée qu'on vous a donnée, donc, on retrouve sur la première colonne, on retrouve les chiffres qu'on a vus tout à l'heure dans le compte de gestion. Dépenses de fonctionnement 10 387 000.
recettes de fonctionnement 10 439 000, dépenses d'investissement 5 203 000, recettes d'investissement 5 409 000. En rajoutant les reports et les restes réalisés, on trouve en dernière colonne donc un excédent de fonctionnement de 1 620 000, un déficit d'investissement de 527 000. Donc on va voir les détails donc, dans le document suivant. Donc, je vais faire comme d'habitude quelques commentaires. Et vous aurez bien sûr ensuite la parole, comme d'habitude. Je vais commencer simplement à la page 6. Donc à la page 6, on retrouve encore les mêmes chiffres qu'on a vus tout à l'heure. Sur la première partie, ah oui, là vous êtes à l'envers. On ne peut pas le mettre dans l'autre sens, monsieur Vignal, c'est pas vrai. On ne peut pas le mettre à l'envers. Ça va être pas facile à suivre là. Il faut une rotation de 90 degrés. Et voilà. Donc sur la première ligne, on retrouve les mêmes chiffres toujours, 10 387 en fonctionnement, 5 203 en investissement pour les dépenses, en recettes 10 439, en dépenses 5 409. Et avec les résultats cumulés, on retrouve les chiffres aussi de la dernière colonne, ce que vous aviez vu tout à l'heure. Sur la page 8, on passe à la page 8 où on commence à avoir quelques détails. Sur la page 7, bon, n'en parlons pas, on retrouve les mêmes chiffres, mais il n'y a pas suffisamment de détails, donc 5 203, 5 409 pour l'investissement. Quelques détails sur la page 8. Sur le chapitre 011, charges à caractère général, on voit qu'on a une dépense de 2 528 000 euros. Alors, si je compare à 2022, ces dépenses sont supérieures de 5,3% à celles de... Donc les dépenses de 2023 sont supérieures de 5,3% à celles de 2022. Du fait surtout, ça fait en fait 125 000 euros de plus, mais sur ces 125 000 euros, il y a 100 000 euros simplement pour l'énergie, l'augmentation des dépenses d'énergie. Sur le chapitre 012, charges de personnel et frais assimilés. Là, si on compare à 2022, on a plus 4,5%. C'est dû au fait que l'année dernière, on avait les points d'indice, l'augmentation du point d'indice que sur 6 mois, là, on n'a pas l'augmentation du point d'indice sur toute l'année. Et puis le glissement vieillesse technicité normal, ça fait donc 4,5% de plus. Sur le chapitre 65, là, une petite baisse de 1,6%. On arrive à un total de dépenses de gestion de 9 138 762,98, qui, si on le compare à celui de 2022, est en augmentation de 4%. Sur le chapitre 66 ensuite, bon là, on a une augmentation très importante, même plus qu'un doublement, mais c'est dû au remboursement anticipé du prêt structuré qui avait été contracté en 2003, puisqu'on a là-dedans qui figure 243 000 euros d'indemnité pour le remboursement anticipé. On se retrouve avec des dépenses réelles donc de 9 689 347,13 qui sont en augmentation de 8% par rapport à celles de 2022. Mais si on enlève l'indemnité de remboursement du prêt, on tombe à 5,4% d'augmentation. Sur les recettes maintenant,
Alors en recette de gestion, on a donc 9 957 530,70 et il y a une petite augmentation de simplement 1% par rapport à 2022. La partie impôts et taxes n'augmentant que de 1,9%, même avec une augmentation des bases de 7,1%, car il y a une baisse importante, on l'avait vu déjà quand on avait fait le DOB, les taxes additionnelles au droit de mutation. On se retrouve donc une épargne de gestion, la différence entre les deux colonnes de 818 768 €, une épargne brute de 487 975 € et une épargne nette qui est négative de 487 000 €. Ce qui fait un ratio de la dette totale par rapport à l'épargne brute qui tombe sur 17 ans, ce qui est vraiment très 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 important. Si on compte sans l'indemnité, on tombe à 11 ans. Donc la réalité, c'est le ratio est à 11 ans donc pour le remboursement de la dette en tenant compte de l'épargne brute. On va continuer donc le détail. Alors sur les pages 9 et 10, c'est pas très détaillé, on retrouve encore les mêmes chiffres, le totaux. Je vais passer directement, à quelle page d'ailleurs? À la page 16. Alors la page 16, donc, c'est le détail donc, des dépenses d'investissement. Alors si on regarde donc, je vais détailler un peu les articles. Le 202, frais de réalisation de documents d'urbanisme. Il y a donc d'une part le cabinet paysage qui a assuré pour la modification, les modifications du PLU. Et Réseau 31, puisqu'on a fait un schéma directeur du pluvial. Sur le 2031, dans les frais d'études, il y a d'une ville à l'autre, donc, et CITEC pour l'étude urbaine globale, bien commun pour la maison Pince, Valoris pour diverses études, et Madame Boudin pour le boulodrome. Au 2051, concession de droits similaires, là ça concerne la refonte du site internet. Ensuite, sur le 204, donc, c'est le SDEC sur les fonds de concours. Après, donc, en 21 312, bâtiment scolaire. Il y a eu un échangeur à plaques pour l'école Filleul, les sols de l'école Michelet, des menuiseries de l'école Madeleine et des vitrages de l'école Michelet. Sur le 21 318, autre bâtiment public. Église, donc Bourdarios pour les travaux dans l'église de la Madeleine et les menuiseries du bâtiment de la police municipale. En 21 351, bâtiment public. Figure là la chaudière, changement de chaudière du presbytère et des travaux sur les cloches de l'église. En 21 38, autre construction. Bon, là, il y a les réfections des terrains de tennis, mais on verra plus tard que le tennis a remboursé cette somme. Un local à la Halle, du travail sur les WC du cinéma, sur le gymnase du collège, des filets par ballon pour le stade de Mazel, pour que les ballons n'aillent pas dans la résidence autonomie, et le sanitaire public qui est place du 8 mai, à côté de l'Hostal. Ensuite, je vais pas détailler le 21 611. Alors 21 611,
c'est une réflexion de la statue de l'église de la Madeleine. 21 621. Là, c'est la rénovation des registres de l'état civil. 21 828. C'est des moteurs pour un Renault et la nacelle, une remorque et surtout la batterie pour le goupil. En 21 848, autre matériel, bureau et mobilier. Là, il y a des armoires pour l'urbanisme, du mobilier pour les employés qui travaillent sur Petite Ville de demain, et surtout le mobilier de la médiathèque pour 10 439 €. Sur le 2188, alors là, il y a l'autolaveuse, une autolaveuse, la cuisine pour les employés de l'urbanisme, un projecteur pour la salle Allégora pour 4 763 €, des buts de hand de basket et de foot, et des électroménagers pour les cantines. Au 23-12, agencement et aménagement de terrain. C'est la société qui a travaillé sur la route de Capens pour les aménagements paysagers. Ensuite, en 23-13, donc là il y a l'église de la Madeleine et le centre culturel. En 23-15, il y a la piste cyclable, le pôle routier et l'urbanisation de la RD 622. Et enfin, en 238, c'est les dépenses pour le gymnase du lycée. Voilà pour les dépenses donc d'investissement. Les dépenses d'équipement. Alors les autres dépenses donc. On avait dit que c'est une taxe d'aménagement, donc on a dû rembourser parce que le projet n'avait pas vu le jour. Hein. À l'époque, on payait la taxe d'aménagement à l'avance, au moment où on déposait les permis. En 16, emprunt et dette assimilés, donc on voit qu'il y a à la fois 973 680 € qui concernent le remboursement du capital des emprunts et 1 050 000 qui est le refinancement de la dette de l'emprunt structuré. On trouvera donc à la fois en dépenses et en recettes. Ensuite, au 0,40, c'est surtout les 249 000 € qui correspondent aux travaux en régie. Au 0,41, il y a le refinancement de la dette, donc on retrouve les 243 000 € qui correspondent donc à l'indemnité de remboursement anticipé, et le reste étant des intégrations de frais d'études. Quand ils sont suivis de réalisation, on les intègre donc dans ce chapitre-là. Et on le retrouvera en recette, d'ailleurs sur la page 19, qui est pas loin, on verra tout à l'heure. Voilà pour les dépenses d'investissement. Pour ce qui est des recettes d'investissement, donc en 13, donc on a les subventions. On est à la page 18. Donc les subventions alors figurent pour l'État, il y a le DETR pour l'ancienne gendarmerie, un acompte de fonds verts pour l'itinéraire cyclable gare Zeddy-Lavigne. Sur les subventions région, c'est la rénovation énergétique de l'ancienne gendarmerie. Sur le département, il s'agit du pôle routier, de la subvention pour l'église de la Madeleine et pour le centre culturel. Et c'est tout. Puis il y a les amendes de police, donc les amendes. Il y a une répartition des amendes de police qui se fait, étant donné qu'on a dépassé les 10 000 habitants,
on a directement dans nos comptes, alors que si chez moins de 10 000 habitants, c'était le département qui le gérait. Le chapitre 16, donc on a fait un emprunt d'1 million. Sur le chapitre 10, donc on a le FCTVA, la taxe d'aménagement, et l'excédent 2022. On revoit sur le chapitre 16, en fait c'est le 166, donc c'est le refinancement de la dette, donc toujours l'emprunt structuré, capital plus indemnité de remboursement anticipé. On a fait l'emprunt donc qui remboursait à la fois le capital et qui est aussi remboursé l'indemnité pour remboursement anticipé. Si on continue en 0,40, plus ou moins value-souscription immobilière en 192 à la fin, ça concerne donc la maison Revivre. C'est plus-value, puisqu'on a vendu 211 000 euros, mais il y avait une certaine valeur de 5 000 et quelques, donc il reste en plus-value 205 000 euros. Et figurent ensuite les amortissements normaux. En 0,41, donc on a vu donc, en dépense de 143 572,99, c'était le refinancement de l'indemnité de remboursement de l'emprunt anticipé, et en plus figure des intégrations de frais d'études. Quand les travaux sont faits, donc on peut intégrer les frais d'études. Et donc on a terminé pour les investissements. On va faire une pause si vous avez des questions, ou sinon on continue sur le fonctionnement. On fait après. Allez, fonctionnement. Alors, section de fonctionnement, donc on a une vue d'ensemble à la page 20. Et on va passer à la page 22 pour le détail. Alors sur la page 22, je ne vais pas tout vous détailler. Simplement, ceux qui demandent peut-être des explications. 623, alimentation. C'est surtout le pain pour les cantines, puisque on a des repas qui arrivent sans pain, donc, puisque c'est un choix qu'on a fait pour faire travailler les boulangeries d'Haute-Rive. Et figure aussi, là-dedans, le repas qui a été payé pour la journée de cohésion, 1110 euros, correspondant à 111 participants multipliés par 10 euros. En 60-68, non, 60-68, c'est que autres matières et fournitures, en fait, ce sont des produits d'entretien. En 611, les contrats de prestation de services, bien sûr, c'est surtout la cantine, pour la grande majorité. Il y a aussi là-dedans EasyTree qui trie ici tout ce qui est dans les déchets qu'on peut trier de la mairie et des services techniques et des mairies annexes. Et aussi la REC qui nous accompagne donc pour la transition énergétique. 61 351, matériel roulant. En fait, c'est la location pour la nacelle. On avait quelques soucis avec notre nacelle, on est obligé d'en louer une assez souvent. Sur le 615 228, entretien, réparation, autres bâtiments. Là, il y a Confluence pour les travaux qui ont été faits au foyer pour 12 000 euros. Les rideaux pour l'école Émile Zola pour 5 400 euros. Et en plus de ça, il y a des interventions pour des chauffages et des mises aux normes électriques. Au 61 558, entretien, autres biens, mobilier. La figure donc, des caméras de vidéoprotection pour 12 500 euros. Cinéma, dépenses pour le cinéma pour 5 800 euros.
l'hôtel de l'église où il y avait un problème, il avait fallu faire une petite rénovation, 1860 €, et en plus de ça, quelques divers. 61, 68, autres primes d'assurance, ça concerne l'assurance statutaire du personnel. Page suivante, donc. 617. Non, pas 617. Alors, qu'est-ce que j'ai mis là? Alors, j'étais à 61, 68. Et oui, 617, ça reste sur la même page. Alors, études donc, et recherches. En fait, là-dedans, il y a la vérification des alarmes incendie. Il y a la mission préopérationnelle au PRU, donc pour 53 000 €. Il y a une expertise phytosanitaire de 13 cyprès pour 1380 €. Il y a l'audit énergétique pour la salle Allégora pour 1800 €. Et des contrôles de gaz pour 2244 €. Alors, page 23 maintenant, donc sur la suite. 62, 268, autres honoraires et conseils. Figure là le cabinet qui nous aide pour le CLSPD pour 4500 €. L'avocat pour plusieurs assistances et conseils pour 5000 €. Les bornages divers pour Valoris pour 4100 €, 4100 €, pardon. Et les prestations pour un agent de calcul pour l'OPARU pour 9000 €. « 62,27. 62,27, donc frais d'acte et de contentieux. Là, il y a le commissaire enquêteur pour 5362 €. Je me suis trompé tout à l'heure, c'est pas l'avocat, tout à l'heure c'était, pardon, sur 62 268, ce n'est pas les frais d'avocat, c'est les frais pour une assistance conseil pour les marchés publics. C'est sur le 62-27 que figure l'avocat, donc, pour plusieurs affaires, avec des agents et avec le gymnase du collège. 4, 6, ça fait à peu près dans les 4, 7, dans les 9000 €. La maison Revivre, 12 000 €, donc c'est les frais de l'agence. Et le notaire pour les frais de la vente Mirani pour la station d'épuration pour 1217 €. 62-28, divers. Alors, dans les divers, il y a le contrat éducatif municipal, il y a les chats errants, lesquels qu'on stérilise, stériliser. Il y a les fourrières, les mises en fourrière, et il y a en plus du théâtre pour l'école maternelle. Je ne sais pas si c'est quelle école maternelle d'ailleurs. Ensuite, un 62-36 donc. Bon, 62-36, catalogue et imprimé. Bon, il y a donc 3 magazines, puisqu'on a 3 magazines à l'année. Et il y a aussi pour la salle Allégora, donc le programme pour signer le 434 €. En 62-38, c'est les spectacles de la salle Allégora. 62-45 et 47, je les mets ensemble parce que ça regroupe les mêmes choses. C'est le transport des élèves, d'une part pour l'ALSH le mercredi, puisqu'on a un ramassage donc, des 3 écoles pour aller jusqu'au centre de loisirs, et aussi les déplacements des élèves des écoles vers le cinéma ou la médiathèque. 62-51, c'est les remboursements de frais de déplacement pour les agents qui sont partis en formation. En fait, 62-88, il y a les SIAP pour la salle Allégora, il y a les pigeons, Ecofinance pour optimisation des bases d'imposition, et aussi les traitements pour les rats. Ça, on n'a pas le droit de le faire nous-mêmes, on va faire appel à une entreprise. Je ne vais pas détailler le 0,12 ensuite. Donc simplement on a remarqué qu'il était supérieur de 4,5% à celui de 2022. Je détaille davantage au chapitre 65, donc on est à la page 24.
Alors d'abord, 65 315 de formation, donc. Bon, il y a 1350 € pour une formation d'un élu. 1213 €, c'est les cotisations pour les 10 élus. 65-41, donc là c'est 7393, on avait délibéré là-dessus, donc c'est la mise en valeur, on avait délibéré dessus le 30 novembre. 65-561, que figure là, alors ça s'appelle comment, 65-561, contribution au fonds de compensation des charges territoriales. En fait, là-dedans figurent les dépenses qu'on reverse à la CCBA pour, d'une part, le matériel de fête, et d'autre part, la participation pour l'utilisation des gymnases intercommunaux par nos associations sportives. En gros, c'est 9 000 € pour le matériel de fête et 2 000 pour les participations, oui, environ. 65 568. Autre contribution, il n'y a pas grand-chose là. Ah, si, oui. Alors, il y a d'une part le branchement assainissement pour la maison Revivre pour 3 000 €. Il y a les adhésions, l'adhésion HGI ATD, des interventions mineures du SDEG. Voilà, c'est tout. 65-58, autres contributions obligatoires. Voilà, c'est plus là. Alors, d'une part, là, il y a les cotisations à l'AMF, à la PVF, à Andes. Il y a les élèves scolarisés ailleurs, 2 élèves. Il y a le SDEC surtout pour 63 000 €. Et Enedis pour environ 40 000 € et l'école privée pour 135 000 €. 657 341, subvention de fonctionnement aux communes membres. Là, en fait, ça concerne ce qu'on reverse pour les instructions des déclarations d'urbanisme au Pays du Toulousain. 65 818. Alors là, 65 818, il y a des abonnements et des hébergements pour les logiciels. Je me suis rendu compte qu'on avait une bonne liste de logiciels, Simco, Decalog, Altea System, Sinbird, Mobilo Web, Abelium, Berger Levroux, Datacode, Altis, ICM pour la PM, Dematis pour le conseil municipal, Octime pour les congés des agents. Ça fait beaucoup. Voilà pour donc le 65, c'était les autres charges de gestion courante, et le 66, donc, charges financières, donc, on en a déjà parlé tout à l'heure, figure en charge financière l'indemnité aussi de remboursement de l'emprunt. En 67, alors en 67, on voit qu'on a donc 675, 5030,82, et en 67-61, 205, 969. Si on rajoute, ça fait donc les 211 000 de la valeur de laquelle on a vendu la maison Revivre. Donc 5030, c'était ce qui reste, donc ça correspond à la sortie de biens. Et après, la plus-value donc de 500 000. Tout ça, c'est une opération d'ordre, donc on va retrouver ailleurs aussi. Voilà pour les dépenses de fonctionnement. Les recettes. Donc les recettes sont à la page 26, le début. Alors sur le 64-19, on a une baisse par rapport à ce qui était prévu et par rapport à l'année dernière, du fait qu'il n'y a plus sur cette ligne le remboursement du personnel du CCAS. Vous le verrez, il figure plus tard, il figure 70 843, mise à disposition du personnel CCAS. Avant, on le mettait sur cette ligne dans le 013. Maintenant, on le met là, alors que normalement, ça doit se déduire de notre 012, mais bon, je ne sais pas. On a fait changer, c'est la trésorerie qui nous a demandé de faire ce changement. En 70, 323, redevance occupation du domaine public, alors que figure là GRDF pour à peu près 8 000 €, Enedis pour à peu près 4 000 €, et des banques pour à peu près 9 000 €, le reste étant des restaurants et les régies des marchés des créateurs.
704 travaux. Les travaux en recette, ça paraît bizarre, mais c'est les travaux que nous avons faits pour sécuriser la maison à côté de l'église Saint-Paul, et on demande au propriétaire donc, de nous reverser la somme-là qu'on a dépensée. 70-62, redevance service à caractère culturel. Donc c'est les recettes d'une part d'Allegora, d'autre part aussi de la médiathèque, puisque pour les personnes qui sont extérieures à Haute-Rive, il y a une cotisation à payer. 70-631, c'est le parc à Corbranche. 70-632, c'est la piscine d'été. 70-67, là c'est le paiement de la cantine et de l'AIC. Sur le 70-83, il s'agit de, là, on figure là-dedans les fourrières, quand ça nous est remboursé donc, par les propriétaires des voitures. Le droit d'accueil pour les jours de grève qui est payé par l'État. Et les ordures ménagères, donc on demande la tome qu'on fait payer donc, à nos locataires. 7878, remboursement de frais par des tiers. Là, c'est en particulier l'OPH qui nous rembourse la taxe foncière. Sur les impôts, 73, donc, pas grand-chose à dire, ce sont les mêmes sommes que l'année précédente pour cette partie-là. Attribution de compensation, elle ne change pas. Dotation de solidarité communautaire non plus. Et le FPIC était en légère baisse. Sur la fiscalité locale, donc, les impôts locaux, donc en augmentation par rapport à l'année précédente, puisqu'il y avait l'augmentation des bases de l'État de 7%, et une baisse donc au niveau de la taxe communale additionnelle au droit de mutation, puisqu'on avait l'année dernière 570 000 euros sur cette ligne, il n'y en a plus que 424 000. Puis la taxe des pylônes. Les dotations de participation, donc on l'a vu, elles sont stables, entre la dotation forfaitaire, la dotation solidarité urbaine et la dotation nationale de péréquation. À la page 27, donc on arrive sur en 64 718, autre participation de l'État, en fait, figure cette ligne. Le fonds de soutien aux activités périscolaires, c'est le solde 2022. Sur le 74-72, participation des régions, là c'est le poste de chef de projet Petite Ville de demain, qui est donc subventionné. Au 747, 888 autres. Alors figure là la CAF. C'est bien ça. 74, 888. 747, 888, c'est bien ça. Alors la CAF, pour une grande partie, il y a là-dedans aussi 20 000 euros qui sont en remboursement de Delcobat pour la contribution à l'extension du réseau électrique pour la briqueterie. Donc, on avait payé à Enedis et donc il nous rembourse cette somme-là de 20 000 euros. En 888, donc là c'est 74 888, c'est la dernière ligne, 8006,43, donc ça c'est ce qu'a remboursé donc le club de tennis pour les travaux qui avaient été faits, qu'on avait retrouvé tout à l'heure en dépenses. En 75, donc revenu des immeubles, c'est pas besoin de détailler. Fermier concessionnaire, donc c'est la société Fréry pour le marché de plein vent. Et dans les autres, il y a plusieurs remboursements. Il y a des remboursements du PETR, on avait trop payé, pour Réseau 31 aussi. Et Gaz de Bordeaux, en particulier, 12 416 euros. Et Total Énergie pour le syndicat d'initiative
enfin, ce qu'on appelait syndicat d'initiative, office de tourisme. Donc, il y avait un trop payé aussi de 7 092 €. Donc ça figure dans ce chapitre-là. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut détailler? Sur le 777, alors 777, oui, bon, et je voulais parler de reprise de subvention, puisque quand on immobilise un bien qui a été subventionné, il faut reprendre aussi les subventions, donc de la même façon. Voilà pour les recettes de fonctionnement. Sur les annexes, alors je ne vais pas détailler tous les annexes, sur la présentation croisée en particulier. On va passer directement à la page 36. Donc en haut de page figure donc l'emprunt de 1 million d'euros qu'on a fait cette année, donc, qui est à part parce que c'est un emprunt obligataire. Alors, je vous demande de regarder précisément un peu à l'intérieur de ce tableau-là. Figure si on prend depuis le bas, la quatrième ligne, 1 239 102,41. Ça, c'est l'emprunt qu'on a fait donc, pour le remboursement donc, anticipé de l'emprunt structuré. On voit encore que figure sur la ligne suivante, alors qu'il y a zéro en face, ce qu'on a payé encore pour cet emprunt structuré, encore sur l'année 2023, on a encore payé ça, du fait qu'on a fait aussi que le changement qu'au 1er avril, a été remboursé au 1er avril. Donc on a payé donc 82 000 € de remboursement de capital et 63 000 € de remboursement d'intérêt. Sachant qu'en 2022, il y avait sur ce même emprunt 158 000 € de remboursement de capital et 67 307 € de remboursement d'intérêt. Et donc on a transformé un emprunt qui était à 4,666, mais en fait qui était à taux variable, et à la fin on arrivait à payer jusqu'à 12% d'intérêt, par un emprunt donc, qui est à 3,284% d'intérêt. Alors, sur la page suivante figure le total donc, général de notre dette, 8 325 826,48 €, ce qui fait une moyenne de 827 € par habitant, qui est la moyenne nationale. Je précise que quand je suis arrivé en 2008 en tant qu'adjoint aux finances, la dette était de 1 600 € par habitant. À la fin de mon mandat de maire adjoint, en 2014, elle était de 1 000 € par habitant. Maintenant, elle est de 827 € par habitant. On ne peut pas m'accuser d'endetter la commune. Plutôt, d'avoir fait beaucoup d'efforts pour la désendetter. Sur la page 55, je vais faire remarquer une chose aussi importante. Page 55, on voit que le total des annuités d'emprunt garantis, parce que ça aussi, les emprunts garantis, on me bassine souvent les emprunts garantis. Total des annuités d'emprunt garantis de l'exercice, 1 442 600,39 €. Pour des recettes réelles de fonctionnement de 10 177 322,94, ce qui fait que la part des garanties d'emprunt accordées est de 14,17% par rapport donc à nos recettes. Et vous remarquez la petite ligne 4 en tout petit, les garanties d'emprunt au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50% des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice. Alors, il me semble quand même 14,7%, c'est suffisamment loin de 50%. Figure ensuite sur le document l'état du personnel. Je ne ferai pas de commentaires. Page 60, on voit donc ce qu'on dépense sur le matériel de fête pour les équipements sportifs et pour l'école privée. On n'en avait pas déjà parlé tout à l'heure. Rien de nouveau.
Et ensuite, il y avait quelques annexes, donc. On a vu rajouter aussi les restes à réaliser en annexe. Voilà, j'ai terminé les premiers commentaires. Je vous écoute. Qui prend la parole en premier? Monsieur Oliveira? Oui. Alors, j'ai noté une chose, parce que j'ai repris les différents ratios qui sont présentés en page 1. Il y en a certains, il y a des erreurs. Ils sont calculés automatiquement, alors. Oui, mais il y a quand même des erreurs. Le Ils sont ratio peut-être 1, par exemple. calculés différemment de la façon dont vous les calculez, mais franchement, je ne les ai pas commentés parce qu'ils ne sont pas... Oui, mais apparemment, ils ne sont pas fiables. Ouais. Ça peut porter des fois à confusion, parce qu'en recherchant les sommes là-dessus, il y a... Oui, non, mais En faisant le... c'est pas toujours facile de rechercher les sommes là-dessus aussi. Je vais en prendre qu'un seul, c'est le ratio 1, par exemple. Si on prend les dépenses réelles de fonctionnement sur la population, on trouve 10 328. Et si on prend le chiffre qui est donné, on trouve autre chose. Donc, bon. Voilà. Attention de bien prendre les dépenses réelles, la ligne dépenses réelles, pas la ligne totale. Oui, la dépense réelle de fonctionnement, c'est 9 689 347. Il y a quelques chiffres comme ça. Bon, certains s'en rapprochent, donc on pense que comme ils ont fait des arrondis... bon. Normalement, il n'y a pas d'arrondi parce que le calcul se fait automatiquement, c'est pas nous qui le calculons. C'est pour ça que... Je constate, c'est tout. Par exemple, le ratio 6, moi je trouve pas 59,14, mais 57,61 par exemple. Pour le ratio 7, là aussi, je trouve un chiffre différent. Ils annoncent 112,64%, moi je trouve 104. Le ratio 9, c'est pareil, il y a une petite différence. L'épargne brute, je ne trouve pas les mêmes résultats que vous. Et pour l'épargne nette, évidemment, est négative. Voilà. Ensuite, je voudrais reprendre certains chiffres. Page 23. Frais d'acte et de contentieux. Donc, je vous avais demandé s'il y avait eu des conventions signées avec les avocats. Monsieur Vignal m'a dit qu'il n'y en avait pas eu. Et j'avais demandé d'avoir une copie des factures. Je ne les ai pas obtenues non plus. Pour la ligne fêtes et cérémonies. Alors là, ça m'a interrogé parce que nous avons notamment une association qui s'en occupe, le comité des fêtes. Donc je ne comprends pas pourquoi on a payé 38 870 € alors que le comité des fêtes est censé faire ce travail. Le comité des fêtes organise les fêtes, mais ne fait pas, si vous voulez, fêtes et cérémonies. Dans fêtes et cérémonies, là-dedans, d'une part, il y a le feu d'artifice, c'est nous qui le payons directement, 12 000 €. Ah bon, parce qu'il ne le paye plus. Ça a toujours été comme ça. Hein. Alors ensuite, qu'est-ce que j'avais remarqué ? Le produit aussi pour récupérer les sommes que vous avez avancées pour les travaux chez la dame, que la maison s'est écroulée. Oui. Est-ce que vous les a déjà remboursés ou Elle a remboursé les 14 000 €, le reste c'est dans les restes à réaliser. D'accord. Donc elle n'a pas C'est un encore monsieur, c'est pas une dame, c'est un monsieur. Ah bon. Non, mais ça figure, hein. Il y a 14 000 € sur une colonne et 11 000 dans l'autre. Non, je ne veux pas après que ça passe en dette, qu'on arrive Mais pas on à espère aussi. recouvrir. Oui. Les fourrières. Bon, c'est tous les commentaires que j'ai pour ça. Ah si, petite ville de demain, la participation de la région, Oui. c'est sur les salaires, je suppose. Oui. D'accord. C'est bon pour vous, M. Oliveira? C'est bon. M. Gallet? Oui. Donc, sur la première page, les statistiques fiscales et financières, je crois qu'il ne faut pas se réjouir d'avoir
sur chaque tête d'hôtellerie 20, une dette de 827,45 €. Pour ce qui concerne les dépenses de personnel, par rapport aux dépenses réelles de fonctionnement, 59,14%, si le chiffre est bon. Je ne sais pas s'il faut trop s'en réjouir non plus. On est dans la moyenne aussi. C'est bien Pour ça. les dépenses réelles de fonctionnement et le remboursement annuel de la dette en capital, sur recettes réelles de fonctionnement, bon, si le chiffre, même s'il est à 102 ou 112, je ne sais pas s'il faut trop s'en réjouir. Les commentaires que j'aurai à faire sur la première page. Concernant donc les dépenses d'investissement, on s'aperçoit que le déficit d'investissement l'année passée était de 403 000 €. Non, vous avez bien vu, il était 900 000 €. Ça apparaît en... Le déficit et le solde d'exécution reporté était à 403, là il passe à 702, 604 en 2002, pardon. Mais non, monsieur Gallet, vous vous trompez là. En 2002, le déficit d'investissement, la section d'investissement, si on regarde sur les dépenses d'investissement, dépenses d'investissement, vous voyez, non, c'est quelle page? Section d'investissement de dépenses. Le déficit reporté, il est de 909 000 €. En 2022, c'était 403 000 € l'affectation. Non, il y avait 909 000 €. Le déficit de l'année précédente était de 909 000 €. Cette année, il passe à 700 000 €. Ouais. Donc, il baisse de 200 000 €. Sur l'affectation de résultats, il y avait 1 971 000 € Oui, non, mais l'année ça, passée. on est bien d'accord, mais là-dessus, On n'est pas d'accord. mais l'affectation c'est de pas grave, résultats, c'est pas grave. elle est bien mais moins bon que l'année précédente. Voilà. Je suis tout à fait d'accord avec vous là-dessus. Et on a expliqué pourquoi donc. Oui. Bon, je rappelle quelques chiffres dans les grandes masses. Non, mais allez-y. Voilà, après, je n'irai pas dans le détail. Donc l'affectation de résultats également, c'était l'excédent. L'excédent de fonctionnement l'année passée était de 971. Il est cette année de 620. De la même façon qu'en recette de fonctionnement, donc l'excédent antérieur, vous allez le porter à 1 092 609 22. L'année passée, il était de 476 000 € de plus. Non, mais là, il y a beaucoup de... Mais je reprends sur l'investissement. Regardez sur la page 12. Pour information, solde d'exécution négative reporté, 909 000. Oui. Cette année, il ne sera que de 702 000. Oui. Donc, ça baisse de 200 000. Là. D'accord. Pour ce qui est des opérations d'ordre, Oui. des opérations d'ordre aussi, elles sont difficilement compréhensibles. Les opérations d'ordre, on voit que les prévisions sont souvent inférieures aux réalisations, au 0,42. Quelle page? Page 20, par exemple. 508 419 60, la réalisation est de 697 000. On comprend mal aussi au niveau du 0,41 sur les amortissements. Non, Où la prévision était de 400. Vous avez vu, il y a le détail des 687 000 dans le détail de la section de fonctionnement. Il y a ce détail. Il y a 480 000 qui correspondent donc aux amortissements. Et après, il y a sur la maison Revivre qui figure là-dedans. Oui, au 775. Donc c'est ce que vous disiez tout à l'heure. c'est au 0,42. Ouais. Dans le 0,42. Sommairement, si vous voulez, l'équilibre Si vous faites pas attention, si vous ne section, regardez pas le détail aussi, c'est bien. l'équilibre de section en section. Le 0,42, vous l'avez sur la page Oui. 25, vous avez le détail. Oui. Il y a 486 000 pour les amortissements, il y a 205 000 et 5 300 pour la Il y de a, la il y maison a le Revivre. détail, Je mais l'ai les expliqué tout à amortissements l'heure. sont de 410 000. Comment? Les amortissements sont de 410 000. Les amortissements sont de 486 655,02. Ça figure sur la page 25.
pas la peine Vous ne l'avez pas d'insister. vraiment regardé, hein. Si, je l'ai bien Faites regardé. un je peu en l'ai bien diagonale. regardé. Vous l'avez regardé en diagonale, oui. J'aurais une dernière question sur les dotations-provisions. L'écriture semi-budgétaire, 63 465,07. Oui, ben ça, écoutez, c'est quoi la M57 nous oblige à mettre des provisions, on ne sait jamais, visiblement. Et C'est aussi une précise c'est une soit-elle, obligation de la M57. jusqu'à 0,7 centimes, vous... 63 465,07. Oui, eh ben, Ça c'est correspond à quelque chose. je ne sais rien. Là, je ne sais pas. Je vous dis, c'est un calcul qui est fait par la trésorerie elle-même. Moi, quand je fais les budgets, je sais pourquoi je mets les sommes en Mais nous, provision, c'est- oui, dotation oui, pour, en semi-budgétaire. Hein. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Hein. C'est tout ce que j'ai à dire. Si vous voulez que je dise de plus. Y a-t-il d'autres questions? Monsieur Oliveira, vous voulez en rajouter? Pas de question. La seule chose que je voudrais rajouter, c'est pour la situation financière, les 4 ratios essentiels en comptabilité. Donc la marge d'autofinancement, donc on arrive quand même à un taux au-dessus de 1 depuis 3 ans. Donc c'est pas bon. Ensuite, la rigidité des charges structurelles est au-dessus de 0,58, là aussi c'est pas bon. La capacité de désendettement, on est entre la zone médiane et la zone orange. Et le taux d'épargne est inférieur à 10% des recettes courantes, donc c'est pas bon non plus. Je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est pas bon. C'est pour ça que, à contre-cœur et à regret, j'ai compris qu'il fallait augmenter les recettes et que mon seul levier pour augmenter les recettes, c'est d'augmenter le foncier bâti. Je n'en ai pas d'autre. Donc, voilà. Du fait, vous avez raison. Là, la situation est devenue presque critique et il faut trouver les recettes. Y a-t-il d'autres remarques? S'il n'y a pas d'autres remarques, je vous laisse voter. Je vais donner la présidence à Mme O'Haraud. Donc, monsieur le maire ayant quitté la salle, donc je soumets au vote ce compte administratif 2023 qui est contre. Donc 2 voix, monsieur Oliveira, madame Cavalieri, qui s'abstient. Qui est pour? Ah, vous avez pourtant participé au débat. Vous avez pourtant participé au débat. C'est ce qui pose problème. Quand on ne prend pas part au vote, on ne participe pas au débat. Donc nous vous notons en abstention. Vous avez participé au débat. Eh bien, on verra donc avec les services de la préfecture comment on tient compte de ça. Tout à fait. Tout à fait. Oui, mais on les sollicitera, parce que normalement, on ne participe pas au débat. Donc, je récapitule 2 contre Madame Cavalieri, Monsieur Oliveira. 2 ne participent pas au vote, mais ce sera vérifié avec la préfecture, vu que vous avez participé au débat. Et donc, le reste des présents, donc, y a voté pour. Monsieur le maire ?
Bon, je suis vraiment un peu embêté que vous n'ayez pas voulu voter le compte administratif. Alors que vous avez voté le compte de gestion, les chiffres sont les mêmes. Comment votre attitude? Personnellement, j'ai été opposant de M. Bastiani de 1995 à 2008 et j'ai chaque fois voté le compte administratif. Parce que simplement, ça montre un problème de confiance et pas de. C'est pas de calcul, savoir si c'était un bon budget ou si c'est un mauvais budget. C'est confiance en celui qui l'a fait. Et là, je suis vraiment, franchement. On va quand même affecter les résultats. Donc, vous voyez dans ce tableau, M. Gallet, déficit antérieur 909 000, déficit actuel 702 000. Alors, vous n'avez pas bien regardé, franchement. Si on rajoute les restes réalisés, donc, on a un besoin de financement pour l'investissement de 527 742,29. On a 1 620 409,22 à affecter. On propose d'affecter en recette de fonctionnement 1 092 609,22 et en virement à la section de fonctionnement 527 800, donc qui couvre le déficit. Y a-t-il des questions là-dessus? Je mets aux voix donc qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Vous ne voulez pas participer au vote, c'est ça? C'est quoi cette attitude? C'est petit. Hein. Je récapitule, le contre, c'était M. Oliveira et Mme Cavalieri. Hein, contre. Là, vous avez le droit de voter contre l'affectation, si elle vous plaît pas. Pas de problème. Ensuite, donc le budget de l'eau, compte de gestion. Alors, le document. Cette page, c'est laquelle? Sur cette page-là, donc, figure le résultat de l'exercice. Alors, on a, sur l'exercice, on a un déficit d'investissement de 306 218,55 et un déficit de fonctionnement de 58 441,99. On cumule deux déficits, donc heureusement qu'on avait les excédents avant. Hein. Avec les excédents, donc, on se retrouve un excédent quand même global de 693 768,02. Y a-t-il des questions sur ce compte de gestion de budget de l'eau? S'il n'y a pas de questions, je mets aux voix, donc qui est pour. Une abstention. Monsieur Olivier. Ça va? C'est bon? Alors, le contrat administratif budget de l'eau, on a les mêmes chiffres. Je n'ai pas trop de commentaires à faire. Hein. Donc on a vu qu'il y avait des déficits. On avait donc des excédents intérieurs qui compensent largement le déficit. Donc. Il reste 652 000 euros donc, d'excédent en investissement, 41 000 en fonctionnement. J'ai pas tellement de commentaires à faire sur le CA. Si vous avez des questions, allez-y. Monsieur Oliveira. Oui, une simple question. Est-ce que, bon, je sais qu'il y a des endroits où le réseau va falloir le revoir. Oui. Est-ce que vous pensez que ce que nous avons déjà de côté, on va dire, va couvrir toutes ces nouvelles dépenses qui nous attendent? Ouais, on va être obligé d'augmenter le prix de l'eau. Ben, le prix de l'eau, disons qu'il y a une courbe d'augmentation qui a été prévue quand on a fait le transfert, de toute façon. Donc ils s'en tiendront à ça. D'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, je vous laisse voter.
Donc le maire étant sorti, donc je propose de mettre au vote le compte administratif 2023 du budget de l'eau. Donc qui est pour? Qui est contre? Madame Cavalieri, Monsieur Oliveira. Qui s'abstient? Monsieur Gallet-Escapem. Je vous remercie. Monsieur le maire? Pareil. Donc, vous avez compris qu'on n'avait pas besoin d'affecter les résultats puisque c'est Réseau 31 qui s'occupe de ça depuis le 1er janvier. Simplement donc, on vous demande donc d'approuver la clôture définitive du budget annexe budget de l'eau avec la reprise des excédents donc, qui sera versé donc, sur le compte du budget de la commune. Donc autoriser le comptable public de Muret à reprendre les excédents d'investissement et de fonctionnement au profit du budget principal de la commune. Et autoriser le comptable public à clôturer définitivement le budget annexe de l'eau. C'est vrai qu'ensuite, on fera passer la convention avec Réseau 31 concernant le transfert. Mais elle n'est pas encore prête, il fallait attendre bien sûr le compte administratif. Y a-t-il des questions? Il n'y a pas de questions, je vous demande donc d'approuver cette clôture définitive. Pour ceux qui l'approuvent, levez la main. Abstention? Contre? Refus de vote. Alors, le point le plus important, donc bien sûr, c'est le vote des taux d'imposition. Or, vous vous souvenez qu'on avait commencé à bâtir un budget au moment du DOB, avec une augmentation donc, du taux de 4 points pour le foncier bâti. Donc, on avait donc besoin donc pour ça de 5 928 350 € dans la partie donc impôt direct. Et on s'est rendu compte en fait que les bases étaient supérieures à ce qui était prévu, ce qui fait que je vais vous proposer de diminuer cette augmentation, c'est-à-dire de passer au lieu de 49,31 qui était prévu par la DOB à 48,61%. Et vous voyez que ça fait donc une augmentation de... C'est ça que je peux monter ici. Voilà. C'est le 12,59 donc qui nous donne les bases. Et donc on vous propose donc une augmentation en fait d'environ 7% donc du produit souhaité par rapport à ce qu'il aurait été sans l'augmentation du taux. Donc je vous propose donc un taux de foncier bâti de 48,61, foncier non bâti de 99,57, taxe d'habitation donc qui concerne les résidences secondaires et les logements vacants, 16,51%. Donc la seule variation, c'est le foncier bâti donc qui va passer de 45,31 à 48,61, donc plus 3,3 points.
Ce n'est pas de gaieté de cœur que je fais ça, mais vous avez compris tout à l'heure, M. Oliveira me l'a bien expliqué, qu'on était en difficulté et qu'il fallait trouver des recettes. Et je n'ai pas d'autre choix pour trouver des recettes. Et vous allez voir aussi, quand on fera le budget, qu'on a bien serré au niveau des dépenses. D'ailleurs, le budget, ça a été un peu une erreur de l'envoyer en même temps. Donc, ça peut faire quelques confusions, mais on était obligé de l'envoyer 12 jours avant. Donc, on n'était pas obligé de l'envoyer en même temps que le CA, mais voilà, ça a été fait. J'espère que vous n'avez pas fait de confusion entre les deux. Des questions là-dessus sur les augmentations? Non? Pas de questions? Si. M. Oliveira. Non, pas une question, juste une remarque. Après les calculs, j'ai vu qu'il y avait un effort qui était demandé aux propriétaires d'à peu près 600, on va dire presque 695 000 euros. Et la réduction des dépenses de fonctionnement n'est que 34 504. Donc, bon, je n'appelle pas Vous ça êtes sur le budget là déjà. Oui, je n'appelle pas ça un effort partagé. Je pense qu'on aurait... Au moins du budget. Voilà, qu'il aurait fallu trouver d'autres solutions en plus pour que la mairie soit plus vertueuse dans les économies, on va dire. Ou trouver de nouvelles ressources. Bon, mais c'est bien, vous êtes dans votre rôle. Hein, Pas d'autres questions, d'autres remarques? Donc je mets aux voix sur le vote des taux d'imposition. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? 3 contre. C'est une précision, je vote par nécessité parce qu'on en a besoin pour nos finances. Mais c'est moi aussi, je l'ai fait par nécessité, croyez-le bien. Ensuite, c'est plus food truck. Donc en fait, on propose un emplacement supplémentaire de food truck qui serait donc à côté de la future caserne des pompiers, en fait, entre la future caserne des pompiers et l'avenue Anis-Desmar. C'est pas seulement pour les pompiers. Hein, mais actuellement, ce food truck enfin, il y en a un, au moins, parce qu'ils vont tourner à plusieurs. Ils sont sur le parking du magasin utile, mais sur ce parking-là, ils peuvent pas plus rester plus de 30 jours par an, je crois. Et donc, c'était pas possible pour eux. Ils voulaient rester toute l'année, quoi. Donc là, ils pourront rester toute l'année en payant, donc, comme les autres food trucks. En payant une redevance. Des questions là-dessus, M. Scapin? Oui, j'avais une question. Tout à l'heure, je n'ai pas entendu parler des redevances que nous rapportaient les food trucks sur... Oui, ben, il n'y en a pas eu encore. On a mis en place là pour 1er janvier. Donc il n'y en a pas eu. Et ensuite, je me posais la question de la concurrence avec les restaurants sédentaires qui participent à la vie de la commune. Mais je comprends aussi qu'il y a quelque chose de particulier sur le quartier de Saint-Paul qu'il faut faire vivre, tout ça. Voilà. Donc sur Saint-Paul, je comprends l'intérêt. Oui, en fait, comme vous le disiez, c'est pour animer ce quartier qui a vraiment besoin d'animation. Donc, on essaie de trouver des solutions, faute de commerce suffisant. D'ailleurs, il n'y a pas beaucoup de restaurants sur le quartier populaire. Saint-Paul. Il n'y a pas beaucoup. Il n'y a que ici, ils sont dans la rue. D'autres remarques, d'autres questions? Non. Alors on me voit donc qui est pour cette 6e emplacement de food truck. Merci. Je vais pouvoir donner la parole à M. Robin. Alors c'est une nouvelle délibération, la 3e, pour l'ombrière photovoltaïque Michelet. Donc on passe, tout comme on a fait pour Filleul au dernier conseil municipal, sur une installation d'ombrière photovoltaïque en autoconsommation collective sur le parking de l'école Michelet. Par contre, on n'augmente pas la surface, on reste dans des proportions et une puissance
similaire, sauf qu'on rajoute en consommation collective, on rajoute sur cette installation-là, on va raccorder la médiathèque. Voilà, sur une installation d'autoconsommation collective. Donc c'est beaucoup plus intéressant. Alors je ne sais pas si je vous relis les détails, mais en gros on avait une puissance de 43 kW crête, on passe à 46 kW crête, donc on est en puissance équivalente. Par contre pour les contributions, on passe de 7 700 € de contribution annuelle avec la nouvelle présentation en autoconsommation. On était à 8 300 € d'autoconsommation, de contribution. Par contre, on fait des économies qui sont plus conséquentes puisqu'on a une revente à 1 000 €, une économie sur les factures de 11 600 €, les factures d'électricité, une prime d'autoconsommation de 5 060 €. Donc on a un gain entre les contributions annuelles et puis les économies de presque 10 000 € par an, quoi. Voilà. Si vous avez des questions, peut-être, par rapport à la présentation. Je parle souvent en ce moment. Non, j'avais juste une remarque. Est-ce que vous avez pu faire un devis pour savoir si on le posait en toiture, si c'était moins onéreux, plus rentable, qu'on pouvait davantage poser davantage de panneaux ou pas? Donc là, on est avec le SDEG et on fait des études, enfin on laisse le SDEG faire des études pour qu'ils nous font de ces études-là. Donc on passe par le SDEG pour ces études. Voilà. Donc après, il y a d'autres projets, Pascal, si tu veux en parler, je ne sais pas si sur les toitures, mais en tout cas, pour ces deux parkings-là des écoles, on est passé par le SDEG et on bascule par contre à l'autoconsommation, c'est beaucoup plus intéressant, quoi, voilà. Mais on reste sur des ombrières sur les parkings. Pascal, si tu as par rapport aux toitures. Côté Michelet, il y a quand même des toitures. J'ai vu qu'il y avait un bâtiment en tôle, je pense que c'est... Après, je ne sais pas s'il y a eu des études sur les structures là-dessus. C'est le gymnase. Je ne sais pas s'il y a eu des... On peut y mettre des panneaux dessus ou pas? Il faut voir s'il y a eu des études, je ne sais pas. Moi, je vais faire des études de structure dans tous les cas. Je peux. Et sachant que nous, sur les ombrières, dans un moment, les parkings, on va être obligés de mettre... Ça va être une obligation, les ombrières, donc... On se met déjà en avance. Pascal, Pascal, tu pourras ajouter quelque chose, oui. Oui, sur les toitures, il y a obligatoirement une étude de structure à faire. C'est ce qu'on a fait pour les services techniques et la salle Agora. Et quelquefois, l'étude de structure nous interdit, pour des raisons financières, de mettre des panneaux solaires. Donc, il y a tout un préalable qui est assez complexe et coûteux pour les projets en toiture. C'est pour ça que le SDEG propose des projets en ombrière. D'autres remarques, d'autres questions? Non? Alors on met aux voix donc. Qui est pour cette installation d'ombrière? Qui s'abstient? Madame Ollier, vous n'avez pas levé la main. Mais c'est pas respectueux, franchement. Monsieur Oliveri, il s'abstient. Je ne vous fais pas la leçon, mais je vous dis juste que le conseil municipal n'est pas fini et que c'est pas respectueux, c'est tout. Est-ce que quelqu'un regarde son portable? Bon, ben, alors c'est pas respectueux. Allez, Je crois que je n'ai pas de leçon à recevoir de votre part. On n'est pas encore à l'école. J'ai passé l'âge où on reçoit des réprimandes de la part de Madame l'adjointe. Voilà. Excusez-moi, vous n'avez pas cette compétence pour moi, Madame. Excusez-moi. Alors, on passe à la création de deux dodanes sur la RD 42, boulevard Séverine. C'est sur le... Tu veux que j'en parle? Ah ben oui, tiens, oui. Donc, la communauté Rive souhaite réaliser deux ralentisseurs, donc qui seront sur la boulevard Séverine, entre la gare et la route de Mauressac. Voilà.
Donc il y a ces deux ralentisseurs, il y en a un, il sera face au club, devant le club, voilà, pour ceux qui connaissent. Et l'autre sera en face du 18 ou du 20, du numéro 18 ou du numéro 20, voilà. Pas loin de l'ancienne vieille gendarmerie. Oui, l'ancienne, à côté de l'ancienne vieille gendarmerie, oui, la première, pour ceux qui l'ont connue. Donc vous avez donc sur le schéma, tout est marqué, le côté technique, voilà. Donc si vous avez des questions. Et on respecte bien les dimensions. Oui. J'avais une question sur les vitesses qui ont été mesurées sur ce boulevard. Oui, il y a eu... alors je ne sais plus s'il y avait des vitesses qui ont été... Alors constatées visuellement, oui, ça roule vite, oui, forcément, mais bon, après, oui, ça roule très vite. Parce que les non, gens... on ne sait pas combien on roule. Non, exactement. C'est une ligne droite qui fait que les gens, effectivement, vont vite. Oui. Alors, tu sais, ceux qui viennent de Moressac, quand ils descendent après la voie ferrée, ils prennent de oui, non, je comprends bien que sûrement les vitesses pratiquées sont excessives, mais est-ce que c'est du coup le bon aménagement par rapport aux vitesses pratiquées? C'est ma question. Voilà. C'est une solution, je trouve, qui marche assez bien. Qui marche, par exemple, le rue Émile Zola, qui marche sur le chemin de Quillat. Rue Louis Armand aussi. Sur la route, l'avenue Aranis-des-Mars, ça fait ralentir. Et on n'a pas anticipé non plus le plan de circulation qui va perturber le plan de circulation, ça ne va rien changer là, puisque cette boulevard Séverine restera à double sens, en tous les cas. Ouais. Oui, mais pour accéder à la gare, par exemple, depuis la 820, il n'y aura qu'un seul flux, un flux qui sera principal. Sur cette section. Il y aura un flux supplémentaire, effectivement, qui viendra de la route de Moressac ou de la route 622. Donc il y a les 200. Y a-t-il d'autres questions? Madame Cavalierido. Moi, je trouve que c'est pas très passager, mais enfin, ça n'est que mon avis. Donc, je ne sais pas sur quels critères vous l'avez décidé. Pourquoi vous ne mettez pas au sol une signalisation? Il y a souvent, à d'autres endroits, certainement accidentogènes, vous refusez ce type d'équipement. Je vais vous envoyer les riverains, Madame Cavalierido. Pardon? Je vais vous envoyer les riverains. Oh, il n'y en a pas beaucoup quand même. Je ne l'ai pas vu beaucoup. Bon, soit, je pense que vous pourriez penser aussi au pont, parce que les gens qui, au sortir du rond-point, accélèrent sur le pont et font du rodéo, ça serait peut-être pas mal de mettre ce genre de ralentisseur. C'est vrai, mais le pont ne dépend pas de nous. C'est vraiment... Même pour mettre ça. Route à grande circulation, même en... Et alors, si vous, agglomération, on ne peut rien faire sur le pont. Et si vous trichez un peu, vous le mettez avant le pont et après le pont. Et là, ça sera de votre ressort. Après le pont, il y a un rond-point, donc. Et avant le pont, on va essayer de faire en sorte, avec le nouveau plan de circulation, qu'ils ne puissent pas se lancer. On verra. Puisque vous êtes passé d'abord par la population, après par le conseil municipal, mais ce n'est pas grave. C'est une façon un petit peu différente de voir les choses sur le plan management ou régalien, peu importe. Nous sommes passés par les commissions, commission des commerçants, commission de circulation, donc réunion publique. Non, je n'y vais pas, moi. Vous étiez invité à tout. Ça ne m'intéresse pas. Je verrai votre communication ici. Voilà. Bien. La seule réunion publique que j'ai faite, c'était rempli de gens qui vous soutenaient. Alors, donc j'en ai fait une, ça m'a suffi. Allez. Quelqu'un veut s'exprimer encore, M. Oliveira? Moi aussi, après. Une seule question, ce n'est pas des revêtements plastiques, on refait des trucs goudronnés. Oui, on refait un... Oui, c'est fait en enrobé. C'est un enrobé. Monsieur le maire, si je peux prendre la parole. Étant riverain du boulevard Séverine, je pourrais apporter un témoignage sur la vitesse exercée par les automobilistes et témoigner aussi du fait que mon chien s'est fait écraser dans cette rue-là par une personne qui roulait de manière excessive et qui de plus ne s'est pas arrêtée. Donc c'est un exemple parmi d'autres, mais je pense que ça caractérise de manière assez claire
voilà, d'excessivité des vitesses pratiquées dans cette rue-là. Bien, merci Mathieu. D'autres interventions? Non. Alors je mets aux voix donc qui est pour cette création de 2 dodanes. Allez, tournez pour. Recrutement de personnel contractuel non permanent. Il s'agit ici d'augmenter l'horaire d'un agent donc, qui travaille au CCAS, donc, qui passerait, qui est à mi-temps actuellement, 17h50 à 28h. Du fait du déplacement de notre agent donc, qui va partir du CCAS pour aller vers les services techniques. Ceci a été acté au CST. Y a-t-il des remarques là-dessus? Non. Qui est pour donc, cette augmentation d'horaire pour cet agent? Et une abstention. On propose de faire un toilettage du tableau des effectifs. Il y a souvent des créations de postes non pourvus, puisque, par exemple, quand il y a un agent qui est remplacé, on ne sait pas sur quel poste pour intervenir le remplaçant. Donc, on crée peut-être davantage de postes que ce qui est nécessaire. Il y a aussi des départs. Et tout ça fait qu'il y a des postes qui traînent, qui ne sont pas pourvus. Et on vous demande donc de faire un toilettage, de supprimer tous ces postes dans le tableau des effectifs. Y a-t-il des remarques là-dessus? Des questions? Non? Monsieur Vallée? Non, juste, c'est bien de le toiletter. Je l'avais demandé à plusieurs reprises. Je vois que vous le faites, c'est bien. Merci. Donc, pour ce toilettage, donc, qui est pour? Merci. Alors, en fait, on abroge et on remplace la délibération sur le RIFSEP. En fait, il n'y a pas grand-chose qui change. Les choses importantes sont dans les tableaux donc, qui figurent vers la fin. Hein. Ils sont tous semblables au niveau de la première colonne. Donc en fait, ce qu'on vous propose, c'est que l'IFSE ait un montant minimum de 1 500 €. Parce que jusqu'à maintenant, c'était un montant minimum de 1 000 €. Tout le monde a 1 500 €, puisqu'on avait, au moment du passage aux 35 heures, enfin aux 1607 heures, le passage aux 1607 heures, on avait proposé que l'IFSE soit porté pour tout le monde de 1 000 à 1 500 €, mais on avait gardé minimum 1 000 € dans la délibération. Là, on propose de mettre minimum 1 500 €. Là, je parle de l'IFSE. Non, le CIA, ça vient. L'IFSE, la prime annuelle fait partie de l'IFSE. Mais dans le RIFSEP, c'est l'IFSE. Si vous reprenez les délibérations précédentes, quand nous avons mis en place l'IFSE, il se trouve qu'il y a la prime annuelle qui, elle, était une prime qui était instituée avant, qui a été conservée lorsqu'on a transformé le régime indemnitaire en RIFSEP. Et cette prime annuelle, à l'époque, était de 1 000 € donnée identiquement à tous les agents. Et donc, du coup, elle avait été intégrée dans l'IFSE et ça avait été acté en CST lors des négociations qui avaient conduit à la mise en place du RIFSEP. Donc, ces 1 000 € datent de cette mise en place-là. Ça n'a rien à voir avec le CIA, qui, lui, est un complément qui peut être variable, qui est effectivement avec un montant maximum, mais qui n'est pas fixe pour tout le monde.
Donc ça, c'est un choix qui avait été fait sur la mandature précédente en 2019, si mes souvenirs sont exacts, mais qui était vraiment lié à la mise en place du RIFSEP. Et donc c'est bien dans l'IFSE. On l'appelle abusivement prime annuelle, mais elle fait partie dans la négociation de ce qui a été conservé dans la partie fixe, et ça faisait partie d'un des éléments importants de négociation avec les partenaires sociaux. Et quand nous avons négocié les 1607 heures, nous avons effectivement vu qu'à l'époque, nos agents, alors je reprends un peu l'historique, avaient des régimes indemnitaires particulièrement bas, voire égal à 0. Il avait été du coup décidé au moment des 1607 heures de mettre en place une augmentation de 500 €, donc de cette dite prime, mais qui fait partie de la partie fixe qui est dans l'IFSE de base. Et donc aujourd'hui, ça ne change pas les montants qui sont attribués puisque tout le monde avait ce montant de 1500 €. Par contre, avec le montant minimal qui était indiqué dans la délibération, il ne correspondait plus à la négociation qui a été faite au moment des 1607 heures. C'est pour ça que c'est une modification qui ne concerne que le tableau, mais qui n'a pas d'impact financier. Donc, sur le CIA, c'est autre chose. Donc le minimum était 2000 €. Ça ne voulait pas dire qu'il n'y avait pas 1500 €. Mais comme les 500 € ont été rajoutés pour tout le monde, on propose de mettre le minimum à 1500 €. Mais en RIFSEP, les agents ont plus de 1500 €. Ils ont 1500 € plus quelque chose qui dépend de leur poste et de leur fonction. Et par contre aussi, pour le CIA, donc le montant annuel maximum était de 100 €. Et là, on propose de le passer donc à 200 €. Donc c'est les deux variations. Pour l'IFSE, le minimum à 1500 au lieu de 1000. Et pour le CIA, le maximum à 200 au lieu de 100. Des questions, monsieur Scapin? Oui, donc du coup, ça change au niveau du CIA. Ça change au niveau du CIA. Donc là, il y aura une incidence budgétaire. Il y aura une incidence sur les bulletins du mois d'avril. Ok. Oui. Le CIA, ça fonctionne un peu comme une prime d'assiduité, non? Ça consomme, oui. Enfin, les modalités, donc pour avoir les modalités détaillées, je vous renvoie à la délibération qui avait été prise au moment du RIFSEP. Voilà. Mais c'est en fait, c'est pas l'assiduité, c'est plutôt basé sur notamment les évaluations annuelles, la manière de servir. Parce que la partie d'IFSE, en fait, c'est une partie fixe qui est liée à une cotation de poste. Donc, par exemple, voilà, une secrétaire sur un service d'état civil, elle va avoir un certain nombre de points, une cotation qui est fixe, quelle que soit sa manière de servir. C'est au moment du CIA qui n'est pas obligatoire, qui est instauré que si la collectivité souhaite le mettre en place, sinon on peut le mettre à 0. Et celui-là, effectivement, peut varier d'un agent à l'autre en fonction de la manière de servir. D'un agent à l'autre en fonction de la manière de servir. Monsieur Gallet. Juste pour le CIA d'expérience, j'ai eu le cas, donc ces jours-ci. Effectivement, le CIA est lié à la manière de servir. Donc, c'est en fonction des entretiens professionnels que le CIA est accordé. Donc, effectivement, le CDG attire l'attention des collectivités en disant, attention, si les agents sont en maladie pendant 1 an, le CIA est dû pendant cette année de maladie. Pourquoi? Parce que c'est en fonction des entretiens professionnels de l'année précédente. Donc, il risque d'y avoir une confusion. Quand vous écrivez le RIFSEP, IFSE et CIA seront, c'est le RIFSEP qui sera suspendu en cas de congé longue maladie, de longue durée ou de grave maladie. C'est partiellement vrai, partiellement faux, vu que le CIA, la première année, est conservé voilà. Effectivement, dans les modalités de calcul, il est basé sur l'entretien de l'année précédente. C'est ça. Mais du coup, en termes d'évaluation, il est évalué sur l'année N+1 et payé sur l'année N+1 par rapport à l'année précédente. Donc effectivement, il est suspendu. En fait, quand la personne est en arrêt maladie, c'est pour l'année suivante que son CIA sera impacté. Et c'est comme ça que c'est appliqué aujourd'hui. Voilà, mais je veux dire, il ne faut pas dire que si une personne, l'année N+1, est en grave maladie, en longue maladie ou n'est pas sur son poste de travail, le CIA sera dû la première année. Voilà.
Hein. Parce qu'il est versé à année plus 1. Voilà, mais à la lecture de... Donc son droit est bien suspendu quand il est en arrêt maladie. Son droit, il acquiert l'année N pour l'année N plus 1. Moi, je vous dis, il vaut mieux quand même mieux le libeller pour pas qu'il y ait de confusion. Moi, après, vous faites ce que vous voulez. Mais là, il y a confusion. Les ressources humaines savent faire que tout ça, vous le savez très bien. Non, justement, je vous assure que c'est compliqué et qu'il vaut mieux le clarifier maintenant. Maintenant, vous en faites ce que vous voulez. C'est ça de mon point de vue. Y a-t-il d'autres remarques? S'il n'y a pas d'autres remarques, donc je propose de mettre aux voix donc cette délibération. Qui est pour? Merci. Bilan des acquisitions et cessions immobilières, il n'y en a pas eu. Mais, donc ce qu'on a rajouté tout à l'heure, vous propose donc l'autorisation de vente de la maison dite Loumain, 80 000 euros, 73 000 euros pour la commune, 6 900 euros pour l'agence. C'est la troisième fois que je propose ça, et les deux autres fois, donc j'ai été signé chez le notaire, mais les personnes n'ont pas obtenu l'emprunt. Cette personne-là, donc, ne demande pas d'emprunt et va sur ses fonds propres. Donc on espère que voici ça va marcher. Si vous m'autorisez donc à cette vente. Qui est pour? Merci. Les questions diverses. Monsieur Oliveira. Alors sur la CCBA, on ne va pas vous répondre, vous en doutez bien. Mais vous, monsieur Oliveira, vous recevez comme tous les agents, tous les élus, tous les élus reçoivent les comptes rendus. Reçoivent les comptes rendus. Alors si vous voulez autre chose, il faut le demander à la communauté de communes. Ben, je l'ai demandé chez M. Borins qui m'a répondu dans son courrier. Et il me dit exactement. On ne peut pas le savoir. En votre qualité de conseiller municipal d'Autoribe, je vous rappelle que vos collègues, à savoir les élus autorivains qui siègent au sein du conseil communautaire et du comité de pilotage du centre aquatique, sont parfaitement légitimes pour répondre à vos interrogations. Pas moi qui le dis, c'est M. Borins. Hein. Quelle interrogation vous demandez sur le centre aquatique? Il n'y a rien de plus que ce qui a été voté. Ben justement, j'ai rien, moi, sur le centre aquatique. Mais donc comment vous n'avez rien? Ça a été voté en conseil municipal. Là, je pense que tout à l'heure, on en a parlé au conseil communautaire. Ben oui, mais moi, je donc, mais tout ça, ça figure dans ce que vous recevez. Non, il y a eu des quoi s'appelle Non, il y a eu des quoi s'appelle des déroulés par des sociétés d'audit ou de conseil, et ça, je ne l'ai pas eu. Voilà. Non, c'est pas grave, je repasserai par la CADA et le tribunal administratif. Mais non, mais on passe ce que vous voulez. Le centre aquatique, il va se faire. Il sera opérationnel théoriquement en 2026. Voilà. Mais au moins d'avoir le dossier. Mais le dossier, nous, on ne l'a pas, le dossier plus que vous. Oui. Ben, vous n'avez pas eu de démonstration. On vous donnera pas nous, on ne pourra pas vous donner le dossier ici au conseil municipal. On ne pourra vous donner que des éléments tels que vous les donne monsieur le maire. L'obtention des documents en eux-mêmes, c'est auprès de la communauté de communes que vous devez les demander. Voilà. Nous, on ne peut vous donner que vous rapporter les éléments, comme on l'a fait à d'autres moments sur d'autres demandes, mais on ne peut que rapporter certains éléments, et c'est ce que vous dit M. Borins dans son courrier, c'est qu'on peut vous informer des projets, mais le meilleur endroit, c'est quand même la communauté de communes, et quand on assiste au conseil communautaire qui est ouvert au public, c'est là aussi où on peut avoir les éléments, tous les éléments. Normalement, avant, je le recevais jusqu'en 2022, puis depuis 2022, ça a disparu. Mais ce n'est pas de notre responsabilité pour le coup, mais le conseil communautaire est public et vous pouvez y assister. Oui, mais y assister, c'est bien, mais recevoir les documents, c'est oui, mieux. Mais les documents, normalement, ils sont envoyés à tous les conseils municipaux, et ça m'étonne que vous ne l'ayez pas, puisque les autres conseils municipaux... j'ai déjà saisi le tribunal administratif, j'ai saisi la CADA, et la réponse que j'ai eue, c'est que M. Borins ne fournit pas la preuve de l'envoi des documents. Par exemple, il y a eu un envoi dernièrement de la secrétaire de DGS. Tu as la date peut-être? Alors quand je lui ai réclamé, elle m'a dit que je l'importunais. Alors. Mais là, on peut même peut-être ça.
qui est envoyée à tous les conseillers municipaux. Note à tous les conseillers municipaux. Voilà. Donc si vous ne figurez pas sur cette liste, c'est dommage, il suffit de vous rajouter. Mais si je puis me permettre, Monsieur Oliveira, sur le site de la communauté de communes, vous avez tous les documents, et notamment les documents budgétaires que l'on vient de voter. Ils y sont déjà. Non, je ne demande pas les documents budgétaires. Oui, mais tous les documents y sont. Ont été faites. Tous les documents administratifs, tout ce qu'on a voté, tout ce qui a été présenté est sur le site. Donc, il n'y a plus qu'à consulter. Vous n'avez pas eu de déroulé? Ah bah oui, mais moi je ne l'ai pas eu, le déroulé. Comme ce type de projet dure sur un certain nombre d'années, il y a eu des présentations en conseil communautaire, plusieurs présentations. On en parle chaque année au moment du rapport d'orientation budgétaire qui était ce soir, du vote du budget sur lequel on rappelle, et de manière spécifique sur beaucoup de conseils communautaires, où on fait état, notamment au moment des APCP, puisque nous votons, nous avons une APCP spécifique sur le centre aquatique, sur lequel à chaque évolution du projet, nous repassons l'APCP, puisqu'il faut l'adapter chaque année en fonction des crédits de paiement et des autorisations de programme. Ça, vous l'avez dans les notices qui sont envoyées avec les invitations au conseil communautaire. Maintenant, certains des documents qui sont présentés notamment en séance ne sont pas forcément transmis à l'intégralité, y compris des conseillers communautaires. Quand on a une présentation par le bureau d'études qui vient parler des principes d'aménagement, il vient faire une présentation, les questions sont posées en séance et on ne dispose pas forcément ensuite des documents. Il y a aussi des commissions de travail, il y a une commission qui se réunit sur le centre aquatique, et les commissions de travail de la CCBA, je le rappelle, sont ouvertes y compris aux conseillers municipaux qui ne sont pas conseillers communautaires. Charge à vous de vous y inscrire. Ça fait partie. Les commissions sont ouvertes à tout conseiller municipal. Donc, si certains thèmes vous intéressent, il faut que vous inscriviez sur ces commissions. Et ensuite, quand vous êtes quand même assez fréquemment présent en conseil communautaire, puisque vous y assistez, donc c'est qu'à un moment donné, vous arrivez à venir quand même. Parce que justement, voilà. J'étais informé par quelqu'un qui est à Miremont. Mais alors, la question de l'information est très claire. La question de l'information, ce n'est pas la commune, c'est effectivement la communauté de communes qui transmet les convocations. Ça, nous, désolé pour vous, vous êtes un contentieux aux discussions avec le président de la communauté de communes, c'est une chose, mais il y a quand même beaucoup d'éléments qui sont donnés et qui permettent d'avoir les informations, qui d'ailleurs permettent aux élus de débattre sur les sujets. Pour ce qui est de la présentation par des sociétés extérieures, c'est un tort, parce que vous avez le droit tout à fait d'avoir les PDF qui ont été faits, puisque ça a été payé avec des fonds publics. Ça, c'est une réponse de la CADA et du tribunal administratif. Je n'ai pas entendu, excuse-moi. Je n'ai pas dit qu'on n'avait pas le droit de récupérer les documents, que ce soit bien clair. D'ailleurs, ces documents, sans avoir à les demander. Oui, mais disons que parfois dans les ordres du jour, on ne reçoit pas toutes les pièces qui sont présentées en séance, notamment les documents qui sont importants et qui, en fait, en séance, sont explicités par des personnes qui vous donnent le contenu, alors que lus indépendamment, ils n'ont pas forcément toute la substance. Donc, effectivement, dans les convocations, vous n'avez pas toujours la totalité des documents qui sont présentés en séance. Ce qui est nécessaire, c'est d'avoir une note de synthèse qui détaille suffisamment les éléments. C'est en ça qu'on est l'obligation d'information des conseillers, elle est là. Elle n'est pas forcément d'avoir tous les éléments du dossier. Elle est d'avoir la note de synthèse. Si ensuite vous voulez accéder à des dossiers en particulier, il vous faut demander leur communication. C'est là que le bas blesse. Alors, oui, une question. Justement, ça vous concerne, Mme Marot. Avez-vous pu consulter le déontologue concernant votre poste au SDEG pour voir s'il y a conflit d'intérêt ou pas, pour que vous puissiez participer au débat ou pas? Alors, c'est quand même très comique, pour le coup, votre question. Excusez-moi, sans vouloir vous offenser. Mais moi, je m'étonne que certains s'inquiètent de mon auto-déontologie. Non, ce que je disais la dernière fois avec M. Génial qui est derrière vous, c'est qu'il ne peut pas y avoir de situation hybride. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas, même si vous restez dans le débat,
vous ne participez pas au débat, vous ne pouvez pas rester dans la pièce. Alors, il faudrait donc que dans cette propre pièce, pour toutes les personnes qui décident de ne pas participer au vote, il exprime en démarrage de délibération, enfin d'échange de débat, qu'ils ne participent pas au débat et que surtout ils soient dehors. Alors, c'est vrai qu'il y a une habitude dans ce conseil, mais bon, maintenant, vu que se multiplie les non-participation au vote, on peut s'interroger. Mais dans ce conseil, on convenait, c'est notamment ce qu'on fait quand on présente pour les associations, que les gens qui disent clairement qu'ils ne participent pas au vote et qui en plus n'ont pas participé au débat, eh bien, effectivement, soient enregistrés de cette façon. S'il faut procéder différemment, moi, j'ai pas de problème à sortir. Quant au déontologue, j'ai pas besoin de le consulter parce que je me suis auto-saisie. Effectivement, je ne serai pas dans cette obligation parce que je n'occupe pas de poste de direction au sein du syndicat, j'ai pas besoin du référent déontologue pour me saisir de ce thème. J'ai consulté, les services de la préfecture sont au courant et s'assurent de ça. Simplement, en termes de déontologie personnelle, mais là il s'agit de la mienne. Je trouve que ce n'est pas logique d'intervenir et de participer au débat sur une structure dans laquelle je travaille et que, effectivement, il m'est arrivé, je le confesse, la dernière fois j'ai répondu à une question qui m'était directement posée, mais sinon vous pourrez noter que généralement je ne participe absolument pas au débat dans ce cadre-là. Donc si on veut, on peut changer la règle et tous ceux qui ne participent pas au débat iront boire un verre d'eau et sortiront pendant ce temps-là. Ça va faire du monde, mais il va falloir le dire avant. Tout à fait. Ensuite, j'avais demandé lors du précédent conseil pour les nouveaux panneaux d'affichage, parce que la commune n'est pas dans les clous. En tout point de la commune, il doit y avoir des panneaux d'affichage. Donc, est-ce que vous avez choisi des endroits pour les poser ou vous refusez à toute nouvelle installation? On m'entend? Oui. C'était il y a 3 semaines, hein, donc le temps de réagir. Voilà. Non, monsieur le maire avait répondu... Non, mais le conseil, et c'était il y a 3 semaines, donc le temps de réaction, bon voilà, et il faut un temps, la comme réaction vous le a savez. été donnée Je vais vous répondre. pendant le précédent conseil. Je vais vous répondre. Vérifie si vous êtes toujours dans cette optique-là. Je vais vous répondre. Donc, les 5 panneaux, on le sait, on les a listés la dernière fois. Il est vrai que l'article R 581-3 donc dit la règle que vous avez dite, c'est-à-dire tous les panneaux ne doivent pas être espacés de plus de 1 km. Voilà, je le reformule, mais parce que bon, le terme... Donc il est vrai, un seul panneau ne respecte pas cette règle puisqu'il y a un espacement de 1,8 km. Voilà de quoi on parle. Je vais vous dire aussi une autre loi. Hein. Il y a, donc, pour notre ville de 10 000 habitants, on a obligation de proposer 12 mètres carrés plus 5 mètres carrés par tranche de 10 000 habitants. Oui, donc en fait, on a une obligation d'affichage de 17 mètres carrés minimum. Non, on a 12 mètres carrés. 10 000 habitants, 12 mètres carrés. 10 000 habitants de plus, 17 mètres. Mais on n'est pas encore à 2 fois 10 000. Hein. Mais en fait, si tu veux, comment dire, le 12 mètres carrés, il concerne les 10 000 premiers habitants et puis par tranche supplémentaire. Mais au-delà de 10 000, on n'est qu'à 200 et quelques, donc on n'a rien à plus à faire. C'est dès qu'on entame la tranche, je pense. Non, mais 10 000, ça fait donc 12 mètres carrés. À l'heure actuelle. On a largement les 12 mètres carrés, mais peut-être c'est vrai qu'il y a quelques habitants qui sont à plus d'1 kilomètre de panneaux. De toute façon, j'applique le cas de figure, c'est-à-dire qu'on est aujourd'hui donc à 5 panneaux recto verso, 5 fois 2 fois 1,96 mètres carrés. Ce qui fait aujourd'hui 19,6 mètres carrés. On était déjà prêt, en fait. Voilà. Là où je veux en venir, c'est qu'aujourd'hui, il y a deux solutions possibles. Retirer le panneau qui pose le souci, mais on ne respecte plus la loi que je viens de dire, puisque bon, c'est 17. Ou alors déplacer le panneau, mais dans un endroit, moi, que j'estime moins stratégique, puisque le panneau qui pose souci, comme on avait dit, c'est celui qui est au nord. Oui, et c'est donc au niveau du carrefour, ouais, voilà, de l'aire de covoiturage. Donc voilà. Mais bon, on va réfléchir en effet à la remarque que vous avez donnée oui, parce qu'il y a des au dernier conseil. Qui sont loin de tout, ils n'ont pas accès à ces panneaux d'affichage. Bon, bah, sur Internet, je ne vais pas y coller des affiches. Hein. Non, mais on a compris qu'il a manqué à Kia. On l'a compris, monsieur. Non, pas qu'à Kia. Mais si, à Kia. Pas qu'à Kia. Vous allez du côté de la police municipale, il n'y a rien là-bas. Police municipale, ici.
Oui. En pause libre? Non, peut-être pas libre. La pause libre, non. Eh bien, on ne vous répond pas entièrement, mais on essaye de faire pour le mieux, M. Oliveira. Madame fini. Cavalieri-Doro. Ah, excusez-moi. Non, mais de toute façon, on ne va pas pouvoir répondre à votre question, hein, parce que... Enfin, si, on peut répondre. Et pourquoi on ne pourrait pas répondre à Mais la parce qu'on n'a question pas la réponse, peut-être. Allez-y, Soleval, c'est ça. Ah oui, vous n'avez pas la réponse, eh ben alors c'est fini. Si, partiellement. Parce que c'était, si vous aviez été informé sur la date de début des travaux, voilà, c'est Ouais, tout. travaux Soleval. Ah, juste pour préciser, comme je l'avais dit, quand on a parlé de la modification simplifiée du PLU, ça se rappelait sur un précédent débat en conseil municipal, c'est que pour faire ces travaux, pour pouvoir obtenir le permis, il faut d'abord que cette modification simplifiée soit validée. Elle est en cours, donc dès que nous l'aurons votée ici en conseil municipal, ils pourront du coup on pourra en parallèle leur faire déposer le permis et les autoriser à faire les travaux. Ok. Voilà, donc on vous tiendra au courant quand nous serons à la phase d'approbation de cette modification simplifiée. Ok, d'accord. Très bien, merci. Merci. Prochain conseil, vous l'avez vu, donc ce sera le 10 avril. Simplement, il va être à 19h30, parce qu'on va avoir une présentation de l'OPRU. 10 avril, 19h30. Il y aura donc à 19h30 une présentation, alors je vais prêcher pour ma paroisse, particulièrement intéressante, vraiment, avec le bureau d'études qui a fait l'étude préopérationnelle de l'OPA-RU. Donc il s'agira de la présentation